Donc là, on va commencer par la première correction, pour la première révision que j'avais donnée, qui tournait autour du coup de l'hyperviseur, de SX et de vCenter. Puisque potentiellement dans l'examen, il peut vous être demandé quelques manipulations à faire au niveau du vCenter ou de l'ESXi. Donc du coup, on va faire ça. Bon, là j'ai déjà installé sur le VMware mes deux ESX. Bon, parce que là au niveau de l'installation en elle-même, il n'y a pas de piège particulier. Et en plus, au niveau de l'examen, les ESX seront déjà installés. Vous n'aurez pas à les installer. Le plateau, ça sera déjà installé sur le plateau technique. Ça prendrait trop de temps. Donc, mais voilà, en même temps, ça vous permettait de le refaire. Donc ici, je récupère mes deux adresses IP. Donc, ici, j'ai le 0.66 et l'autre, j'ai le 0.68. Bon, dans le cadre de cet exercice, on a laissé ça en DHCP. Bien sûr, en production, ce seront des IP qui seront fixés sur le réseau. Mais comme là, du coup, il y avait pas mal de machines à créer et tout, et que c'était juste pour un test, c'était aussi simple de le laisser sur du bridge et de laisser en DHCP. Donc là, je peux déjà vérifier que j'ai pas de soucis en me connectant individuellement sur chaque machine. Donc, je vois que j'arrive sur cette page-là, j'ai pas de soucis. Maintenant, la deuxième machine. Et si jamais il y a des questions à n'importe quel moment, il ne faut pas hésiter. Et la deuxième machine que j'ai créée, j'y accède aussi. Donc là, avec ça, au moins on est sûr que nos deux machines sont bien accessibles. Maintenant, ce que je demandais, c'était du coup de pouvoir les mettre en cluster dans le vCenter, afin de pouvoir les administrer à partir du vCenter et de faire différentes opérations, notamment de cloner une machine directement du vCenter entre les deux ESX et de migrer une machine d'un ESX à l'autre. Et aussi de revoir comment faire un snapshot à partir du vCenter, parce que ça peut être également demandé dans les tâches. Donc, du coup, je vais repartir là-dessus. Je vais maintenant aller directement dans le vCenter, le 243. Là, bon, il m'a pas demandé les identifiants, puisque je m'étais déjà connecté tout à l'heure. Mais s'il vous demande les identifiants, du coup, vous mettez ceux qui étaient sur la feuille, c'est-à-dire administrator@vcenter.local. Donc de toute façon, pareil, tous les identifiants et mots de passe vous seront donnés sur une feuille lors du passage devant le jury. Oui. vcenter.local. Et donc du coup, tout ça, tous les identifiants vous seront donnés sur une feuille qui sera sur votre PC lors de l'examen. Donc comme ça, vous saurez où aller si vous demande d'aller
sur GLPI ou autre, vous n'aurez pas de problème, vous saurez où aller. Oui. Ah, ce sera pas à nous de faire les machines. Non, non, tout sera déjà prêt. Bah, nous, on va juste Faire des manipulations. manipulation sur Mm. Sur sur le Linux, potentiellement sur l'hyperviseur, comme on est en train de voir là, sur le Windows Server, sur le FreePBX, ça peut être un peu sur ces différentes machines-là que vous aurez des opérations à faire. Le genre d'opération que je vous mettrai pour la semaine prochaine pour l'examen en mode réel. Donc finalement, je le fais pas demain, je le ferai mercredi prochain comme j'ai laissé dans le carnet. Et donc le mot de passe, c'est 1, 2, 3, soleil point. Ici. Avec un point à la fin. Donc voilà, normalement, vous arrivez du coup ici. Donc là, par défaut, vous voyez du coup l'adresse de votre vCenter. Et si vous descendez un peu, vous voyez les autres clusters qui ont été créés sur ce vCenter. Puisque du coup, tout le monde a utilisé le même vCenter. Ça a évité d'en réinstaller un qui est très long à installer. Donc c'est pour ça qu'on a tout ça. Donc là, du coup, on va le faire à partir d'ici. Donc je vais remontrer la procédure. Donc ici, on fait un clic droit. Oui, oui, oui. Donc on fait un clic droit sur notre vCenter. Et ici, on va créer d'abord, avant de créer un cluster, il faut créer un centre de données qui va regrouper nos différents serveurs. Je vais l'appeler par exemple centre Créteil. Donc on voit qu'il est là, qu'il n'y a pas de. Pour l'instant, il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de machine virtuelle, il n'y a pas de cluster. Bon, je crois que j'en avais déjà fait un qui s'appelait centre Créteil. Bon. C'est pas grave, il en a voulu quand même. Donc, une fois qu'on a fait notre centre de données, c'est là que maintenant on va créer le cluster. Donc ici, on lui donne un nom, parce que si on en a plusieurs, il vaut mieux mettre un nom. On va l'appeler par exemple révision, puisqu'il faisait partie des révisions. Ici, les différentes options. Là, on ne va pas s'en servir parce que je n'ai pas demandé de haute disponibilité. Parce que sinon, il aurait fallu activer le HA si je voulais faire de la haute disponibilité à l'intérieur du cluster. Donc, on laisse comme ça. On fait suivant. Ici, il demande si on veut modifier l'image de SX. On n'y touche pas, on laisse pareil. On fait suivant. Ici, c'est un rappel. Et on fait terminer. Là, ici, en bas, il est en train de faire quelques tâches. Donc, on le laisse finir. Les différentes tâches qu'il est en train d'effectuer. Et une fois que ça sera fait, en dessous de Créteil, on va avoir les éléments qui vont apparaître. Normalement. Donc, insuffisante pour lui.
On peut prendre le temps. Voilà. Bon, il a pris un peu de temps, mais il a fini par le faire. Alors, par contre, pourquoi il m'a dédoublé mon centre Créteil? Bon, je pense que c'est parce que je devais en avoir un déjà qui existait. Voilà, là, c'est la première étape. Maintenant, on a bien fait notre cluster. Mais pour l'instant, notre cluster, il est vide. On n'a mis aucun serveur dedans. Donc, si on veut mettre les serveurs, maintenant, rien de compliqué. On fait un clic droit sur révision, sur le cluster dans lequel on veut mettre les machines. Et on fait ajouter des autres. Ici, du coup, on met l'adresse ou le nom de la machine s'il y a un nom d'autre qui est bien déterminé et qui est reconnu dans le DNS. Donc on a dit 66 et j'ai dit 068. Ici, du coup, je mets les mots de passe qui vont bien. Maintenant, là, j'en ai que 2, mais admettons que vous installez dans le cluster 10 serveurs simultanément et que du coup, chacun a un compte identique avec le même nom d'utilisateur et le même mot de passe. Ce qui est faisable, hein, si vous êtes l'administrateur, vous pouvez faire un compte commun sur chacun pour faciliter la gestion. Donc si c'est le cas, ici vous voyez que vous avez une case qui s'appelle utiliser les mêmes informations d'identification pour tous les autres. Donc ça fait que vous le mettez sur le premier et automatiquement il va utiliser le même mot de passe et le même nom d'utilisateur pour tous les autres serveurs que vous installez. Ce qui peut faire gagner du temps. Bon, là, il y en a que 2, donc on aurait pu le refaire les 2 à la main. Mais je vous le signale au passage. Donc ensuite, il a repéré les autres. On valide que c'est bien ceux-là qu'on veut installer. Ici, il vous fait un petit résumé de ce qu'il a. Et on fait suivant. On n'apporte pas l'image. Là, il vous dit qu'il les mettra en mode maintenance avant. Donc bon, ici, c'est pas un problème parce que on n'a pas de machine qui tourne. Mais effectivement, si vous avez d'autres machines qui tournent, ça peut poser un problème s'il essaie de passer en maintenance. Donc on fait terminer. Et là, pareil, si vous allez voir dans les tâches en dessous, vous voyez qu'il est en train d'ajouter les différentes tâches qui se sont créées afin d'ajouter les différents autres. Juste à noter par contre qu'un hôte ne peut pas appartenir à plusieurs clusters. Un hôte ne peut appartenir qu'à un seul cluster à la fois. Par exemple, si j'essaie de le mettre dans Halloween SX2, et du coup là il voudrait pas parce qu'il est déjà utilisé par le cluster Créteil Révision. Ça c'est si vous faites des essais, c'est à retenir. Parce que si vous le rajoutez à un deuxième, il va le déconnecter du premier cluster où vous l'avez rajouté. Il ne va pas le supprimer, vous le verrez, mais il sera déconnecté, donc du coup vous ne pourrez pas faire d'opération dessus. Donc voilà. Ici maintenant, on voit bien que dans Révision, on a bien nos 2 serveurs ESXi. Donc ici, ils sont en mode maintenance, comme il avait marqué. Donc maintenant, on va quitter le mode maintenance. On va faire un clic droit.
Et tout simplement, ici, vous avez mode maintenance. Et quitter le mode maintenance. Et vous le faites pour les deux. De toute façon, si vous le faites pas, vous ne pourrez pas créer d'autres machines et tout. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Et ici, on voit qu'il a retrouvé une machine qui s'appelle 1, 2, 3, qui était un essai que j'avais fait. Donc celle-là, je vais la supprimer. Donc là, quand on veut supprimer à partir de vCenter, il nous pose deux questions. Soit supprimer de l'inventaire, c'est-à-dire qu'on ne la verra plus dans le SX et dans le vCenter, mais elle ne sera pas effacée. C'est la même chose que si vous faites remove sur VMware sous Windows. Et ensuite, on a supprimé du disque. Donc là, il va supprimer directement du disque où ça a été installé. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire supprimer du disque. Voilà. Là, on voit que on a bien nos deux serveurs qui sont vierges pour l'instant. Qui n'ont pas de machine pour l'instant. Ici, si vous cliquez dessus, vous pouvez voir des trucs pour résumer, pour configurer, pour donner des autorisations, pour voir les banques de données s'il y en a plusieurs. Et ici, on voit que justement, les banques de données, je n'en ai qu'une. Bon, ici, c'est pas grave parce que pour gagner un peu de temps, je ne vais pas installer un Linux complet comme je vous ai fait installer. Mais effectivement, là, vous voyez que là, il me reste que 12 Go de libre. Donc, si je veux installer une machine, c'est trop juste. Donc, je vais quand même vous le remontrer. Si vous voulez rajouter des disques, il va falloir aller directement dans votre machine ESX. Donc, je vais le faire sur la 2 par exemple. Vous allez, comme dans les autres machines, dans les settings. Je vais l'essayer à chaud, mais je ne suis pas forcément sûr qu'il va vouloir. Donc on va essayer quand même. Donc je fais ajouter un disque, comme d'habitude. Je le laisse en SSI. Je crée un nouveau disque. Je vais lui dire que je vais lui donner 50 Go. Et on va voir s'il a bien voulu ou pas le remettre. Donc, partie d'action. Je vais analyser le stockage. Donc si je fais réanalyser le stockage, il va essayer de détecter les nouveaux disques. Je le fais aussi sur l'autre, parce que je n'ai pas regardé lequel c'était. Donc non. Donc il va falloir que je redémarre le SX en question. Ouais, je vais essayer, mais normalement il est censé actualiser la même façon. Je vais vérifier quand même, c'est jamais. Ça marchait. Bon. Alors, juste que je vérifie lequel c'est. Le 68. Donc là, je vais me connecter directement sur le SX et non pas sur le vCenter pour voir si ça marcherait mieux effectivement.
Et effectivement, on voit que dans les périphériques, il a bien trouvé le deuxième disque. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas trouvé dans le... Ce qui est bizarre, c'est qu'il ne l'a pas trouvé ici. Donc ici, maintenant, vous voyez bien le deuxième disque. Mais comme pour Windows, par exemple, même Linux, vous êtes obligé d'activer le disque et de lui donner un système de fichiers. Donc pour faire ça, on va faire nouvelle banque de données. On va l'appeler par exemple stockage, hein, mais après vous mettez le nom que vous voulez. Il faut juste lui donner un nom. Ici, il voit les disques qui sont compatibles, donc à savoir le 50 Go. On lui dit d'utiliser tout le disque. On n'a pas besoin de faire de partition particulière ici. Et on fait terminer. Il vous confirme comme d'habitude que tout le contenu du disque va être effacé. Bon, ce qui n'est pas gênant ici puisque de toute façon on n'est pas en production. On n'a rien dessus. Mais il vous prévient comme là. Et donc du coup maintenant là on a bien nos deux banques de données. Et si on vient ici au niveau de 68, maintenant on retrouve bien notre banque de données dans le vCenter. Hein? À partir du... On va peut-être venir. Bon, je regarderai. Le principal, c'est que vous ayez vu comment rajouter la banque de données. Mais pareil, la banque de données ne vous sera pas demandé de le faire pendant l'examen. Mais si jamais après pour la suite ou vous faites des essais chez vous, il faut que vous sachiez comment rajouter quand même une banque de données si vous n'avez pas assez de place pour mettre la machine. Donc maintenant, reprenons les éléments. Parce que c'est là qui devient plus important, parce que là, ça va devenir des choses qui vont être demandées. Sur le vCenter, je crois que je regarde pourquoi. Parce que là, je voudrais voir si je vais ici, par exemple. Est-ce qu'il me propose d'autres choses? Ouais. Mais non, je ne sais pas pourquoi. Parce que là, même là, il parle des tâches et de la surveillance. Mais il y a quelques trucs, effectivement, c'est pas très logique. Mais c'est pas très logique, mais effectivement, a priori, là, comme ça, on voit pas le matériel lui-même. Donc là, du coup, étant donné que j'ai pas créé de serveur à l'avance sur la machine, je vais créer une machine vide qui va nous servir pour les tests. Donc si vous voulez créer une nouvelle machine, une fois que vous avez sélectionné l'hôte sur lequel vous voulez la mettre, le plus simple c'est de faire un clic droit, nouvelle machine virtuelle, créer une machine. Alors je vais l'appeler par exemple Linux test, histoire de... Je choisis le centre de données dans lequel elle va être. Je choisis ensuite sur quel serveur je veux la stocker et l'installer de base. Et après, je choisis le stockage où je veux la mettre. Donc ici, je vais prendre celui-là qui est pas gros parce que de toute façon, je vais pas lui mettre de disque et je vais pas lui installer de système.
Ici, après, c'est la compatibilité avec quelle version de SX il sera compatible, voir avec quelle version de Workstation il sera compatible. Donc là, bah, je vais lui mettre ESX8. Parce que la dernier, là, je sais pas, le nom me paraît un peu bizarre. Donc du coup, si vous ne mettez pas automatiquement ESX8, vous lui mettez ESX8. Sauf bien sûr si vous êtes dans dans un environnement mixte et que dans le lot, il y a un ESX7 qui tourne. Dans ce cas-là, il faut, comme d'habitude, adapter au plus bas si vous risquez d'avoir besoin de mettre la machine sur le ESX7. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes de compatibilité. Ici, bon, comme dans Windows, on choisit le système d'exploitation et le système invité. Donc, bon, voilà, en même temps, de toute façon, je ne vais pas installer, donc je peux prendre n'importe lequel. Sinon, si vous faites du Linux, vous prenez du Ubuntu, par exemple. Ici, bah, après, on choisit le nombre de CPU, on choisit différents éléments, la mémoire. Ici, au niveau du disque, il me dit que j'ai pas assez. Donc, j'ai deux possibilités. Soit je réduis pour mettre en dessous de la taille maximale, soit je modifie le provisionnement pour le passer en provisionnement dynamique. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler qu'est-ce que du coup l'utilité du provisionnement dynamique? C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous bloquer directement le nombre de gigas sur le disque que vous avez demandé. Donc, effectivement, ça peut être intéressant si vous êtes un peu limite en place. Par contre, si vous avez pas mal d'écriture sur la machine et tout, et qu'elle stocke pas mal de données, ça peut être aussi déconseillé parce que vous risquez de déplacer la place maximum que vous avez du disque. Donc des fois, si vous voulez être sûr, vaut mieux laisser en mise à zéro qui va bloquer l'espace directement sur votre disque. Donc ici, bah, je vais le mettre en dynamique. Ici, si vous étiez en train de mettre une vraie ISO et tout, c'est ici qu'il faudrait changer au niveau du lecteur de CD et de passer sur fichier ISO de banque de données en ayant importé l'ISO en question dans votre banque de données au préalable. Voilà, donc après, bah, je mets de quoi aller chercher les documents. Donc là, bon, je vais mettre sur périphérique client et je valide. Donc vous voyez que si on vous demande d'ajouter une nouvelle machine, ce qui peut être le cas aussi, alors le jury peut vous dire créez-moi une machine avec tant de CPU, tant de mémoire, tant de disques. Donc vous voyez que par rapport à la création sur le VMware Workstation, c'est pas très compliqué. C'est juste qu'il faut bien choisir d'abord avant sur quel serveur on veut héberger la machine. Donc une fois que c'est fait, vous faites suivant et vous faites terminer. Donc là, on a fait du coup la partie dans la liste que j'avais mis, créer une nouvelle machine de votre choix sans faire d'installation. Et c'est cette machine-là qui va nous servir à faire les différents tests. Si vous cliquez sur la machine et que vous redescendez, vous avez objet associé et là vous voyez hôte. Ça vous permet de savoir sur quel hôte la machine est actuellement stockée.
Donc en l'occurrence, elle est sur l'autre 0,66. Parce que du coup, si vous faites un clone et qu'on vous demande d'aller sur l'autre serveur, qui est une des consignes que j'ai demandé, bah du coup, il faut savoir sur quel hôte vous étiez à la base. Parce que si vous ne savez pas sur quel hôte vous étiez à la base, ça va être compliqué d'envoyer au bon endroit. Donc je fais un clic droit. Et ici, je vais faire d'abord une migration. Je vais le migrer vers un autre, vers l'autre, le deuxième serveur. Donc là, je sais que je suis sur le 66. Donc je fais migrer. Ici, il demande plusieurs possibilités. Soit vous modifiez juste la ressource de calcul, c'est-à-dire le serveur qui va permettre de traiter toutes les opérations. Mais par contre, le stockage, lui, va rester sur le même emplacement qu'à l'origine. On peut déplacer uniquement le stockage. Si par exemple on veut que le serveur, ça soit lui qui fasse les calculs, mais qu'on est un peu juste en place, on peut stocker la machine sur une autre machine, mais par contre ça sera toujours le même serveur qui va faire les calculs. Et en général, le plus classique, modifier la ressource de calcul et le stockage. L'exportation vers entre vCenter, c'est si vous avez un autre vCenter qui est en fonctionnement et que vous voulez transférer la machine complètement sur un autre vCenter. Donc ici, on va pas s'en occuper. On va prendre juste le troisième, cloner, ressources de calcul et stockage. Ici, il vous demande du coup où vous voulez la mettre. Donc vous allez chercher votre centre de données, votre cluster. Voilà, donc là on avait dit qu'on était sur le 66. Donc on va envoyer vers le 68. Pourquoi je vois pas mon disque à la migration? En plus c'est 66 qu'elle a banque de données. 68, pardon. Y. Stockage et calcul. Donc le 66, j'envoie vers le 68. Pourquoi il ne trouve pas mon... Pourquoi il ne voit pas mon disque? Ah si, d'accord, ok. Parce que je suis un peu trop grossi, donc je voyais pas l'ascenseur. Donc ici, bah, je choisis le disque de stockage où je veux ranger ma machine. Donc là, je vais prendre celui où j'ai le plus de place. Ici, je laisse le réseau source initial, ça on va y revenir après. Et du coup, là, il vous fait un résumé et on valide. Et ici, du coup, bah, vous avez une tâche, replacer la machine virtuelle sur l'autre. Bon, bien sûr, ici, ça a été vite parce que du coup, ma machine était vide, il n'y a pas de stockage réel. Mais même normalement, chez vous, avec le Linux Server, ça a dû être assez rapide à effectuer. Et donc, si je reprends maintenant mon Linux test et que je redescends, on va voir qu'ici, on est bien sur le 0,68. Donc, on a bien changé
mais on n'a toujours qu'une seule machine. Donc ça, c'était pour la migration. Est-ce qu'il y a des questions ou pas, des doutes ou quoi? À revoir. Autant le voir maintenant pendant qu'on est dessus, parce que je vous dis, potentiellement, ça peut tomber devant le jury. Mais normalement, vous avez vu que c'est pas, il n'y a rien de bien méchant dessus. Surtout si vous prenez migrer le stockage et la ressource de calcul. Des fois, si vous changez juste la ressource de calcul, des fois, il y a des vérifications qu'il fait qui peuvent ne pas fonctionner. Il a des problèmes des fois pour accéder au disque entre les deux machines. Mais voilà, donc pas de questions au niveau de la migration, c'est bon pour tout le monde. Ok. Donc si c'est bon pour tout le monde, on va passer au clonage maintenant. Donc pour faire un clone, c'est toujours pas compliqué, on fait un clic droit. Directement ici, on voit cloner. Et le plus courant que vous allez faire, c'est cloner vers une machine virtuelle. Cloner vers un modèle, ça veut dire que vous allez utiliser cette machine-là comme modèle pour recréer des machines à l'identique de celle-ci avec la même configuration et tout que celle que vous avez, que l'état actuel de la machine. Et donc, il peut être utilisé à différents endroits. Mais uniquement normalement à l'intérieur du cluster. Mais par contre, après, on voit cloner en tant que modèle dans la bibliothèque. Là, ça veut dire que normalement, il est censé être utilisable parmi plusieurs clusters à l'intérieur à l'intérieur du centre pas du centre au moins du centre de données, logiquement. Voire à l'intérieur de tout le vCenter. Ça, je ne l'ai pas spécialement ici. Par contre, une fois qu'une machine est passée en tant que modèle, la machine, normalement, n'est plus utilisable. Vous êtes obligé de la cloner en tant que machine normale pour pouvoir l'utiliser. Parce que sinon, ça veut dire que si vous retouchez au modèle, après, si quelqu'un revient dessus et récupère le modèle, bah, du coup, le modèle va pas être forcément celui qui était attendu. Mais là, normalement, ce qu'on va vous demander, ça sera de cloner vers une machine virtuelle. Donc ici, on lui donne un nom. Donc là, bon, on va pas faire ça compliqué, on va faire clone test. On choisit notre centre de données. Après le centre de données, on choisit notre cluster. Et on choisit du coup sur lequel serveur on veut mettre. Donc soit on le clone directement sur le même, mais on peut aussi le cloner directement sur un deuxième hyperviseur. En l'occurrence, c'est ce que j'avais demandé dans l'énoncé. Mais après, bah, ça dépendra en fonction de l'énoncé qui vous sera demandé potentiellement par le jury. Non, migrer, en fait, tu te déplaces. Tu as une machine que tu déplaces d'un serveur à l'autre. Cloner, en fait, tu vas la multiplier. On aura deux machines au lieu d'en avoir une seule. Le clone, bah, c'est comme ça dit, c'est un clone, il multiplie en fait la machine autant de fois que tu as envie de le multiplier. Oui, là, s'ils vous demandent de créer une nouvelle machine, ils vont pas vous demander de faire l'installation. Mais ils vous demanderont du coup de la créer avec telles caractéristiques pour voir si vous respectez bien si à la fin, celle que vous créez, vous respectez bien les bonnes caractéristiques. Non, là, il n'y aura pas besoin puisque ça sera directement le jury. Donc, tu auras le jury derrière toi. Oui, là, tu seras à ton PC, derrière toi, tu auras les demandes du jury.
Non, non. C'est une personne par personne. Enfin, Oui, le jury, c'est il y a. Je suis toujours dans la salle avec le dans- jury. Oui. C'est le principe, c'est pour ça qu'il n'y a que 4 personnes par jour. Hein. Oui, normalement, ils sont deux. Bon, des fois, il peut y arriver que pour le premier, il y en a un qui arrive en retard parce que il peut toujours y avoir des problèmes de transport. Hein. Ça peut arriver. Mais normalement, c'est deux. Exprès parce que si jamais il y a un problème, si jamais il y a un problème avec l'un ou l'autre, au moins, il y a le deuxième qui permet de faire observer et faire contrepoids. Bon, logiquement, il n'y a pas de raison qu'un jury vous prenne en grippe tout de suite, enfin directement, sauf si vous prenez pour des imbéciles. Mais c'est pour ça que normalement ils sont censés être deux. Du coup. Donc après, bah, les jurys, je connais pas forcément. C'est juste, si jamais vous envoyez un qui est type pakistanais indien, blindez-vous dès le départ. Parce que lui, il est pas forcément le plus gentil dans son approche. Bon, ça veut pas dire que vous l'ayez pas quand vous sortez, même si vous sortez en pleurant. Hein, parce que il en a déjà fait pleurer. Ouais, oui. Mais par rapport à un schéma qui est donné par le. Non, non, parce que mais bon, je vous ai dit, je vous ai dit à peu près ce qu'il y aurait sur le plateau de toute façon. Donc même si vous avez connaissez, après, ce que vous aurez de différent, c'est que vous aurez les adresses IP, les trucs comme ça qui seront déterminés avec avec certains VLAN et tout. Mais sinon, après, le type de machine que vous allez utiliser, bah, ça sera de l'ESX, ça sera du FreePBX, ça sera du Linux Ubuntu, ça sera du Windows Server 2022. Donc après, que tu aies eu le plan avant ou pas, ça changera rien. Si tu sais faire les manipulations sur ces éléments-là, après, c'est juste de taper la bonne adresse IP ou le bon nom de machine pour y accéder. Sachant que de toute façon, tous les noms de machines et leurs IP seront identifiés sur une feuille, adaptés par rapport au plan du réseau. Donc, il n'y a pas de raison d'être perdu. Si on vous dit de connecter sur l'hyperviseur A, bah, vous aurez la ligne hyperviseur A avec son adresse, vous connectez sur celle-ci, il y aura le mot de passe qui vous sera fourni également avec. Donc non, le plateau, de toute façon, il sera pas fait après, je le fais quand vous serez parti. De toute façon, j'ai besoin d'avoir toutes les machines et tout pour pouvoir le. Trois. Deux pour le TSSR. Mais en général, c'est toujours à peu près les mêmes. Il n'y a pas de changement. Oui, oui, ça sera les mêmes styles de machines et tout. Il n'y aura pas les mêmes adresses IP, il y aura pas les mêmes noms et tout. Mais le genre de manipulation que je vais vous demander, ça sera des manipulations qui seront assez proches de ce qui sera fait. Ça sera pas exactement les mêmes questions, parce que de toute façon, je vous dis, les questions, on les a pu là depuis au moins trois sessions. On a pu les questions, mais on sait à peu près quand même ce qui tombe, c'est toujours à peu près les mêmes choses. Donc, autant vous en demander de toute façon plus que lors de l'examen. Mais en tout cas, ça sera la mise en pratique, ça sera de toute façon sur des machines virtuelles qui seront directement sur votre machine. Ça sera pas, il n'y aura pas besoin d'accéder au plateau, d'accéder à l'hyperviseur ni quoi que ce soit. Mais ça sera effectivement similaire à une à une configuration, mais pas avec les mêmes noms et tout, pour pas, pour pas que ça fasse bizarre derrière. Ouais. S'il y a un contrôle ou quoi, en disant, tiens, c'est bizarre, je connais déjà cette question-là. Là, il peut y avoir un problème s'il y a des fuites. Donc ici, on va finir vite fait le clone déjà. Donc je choisis le deuxième hyperviseur.
pareil, Vous avez dit on peut cloner dans les hyperviseurs. Oui. Mais là, par exemple, dans le cadre de l'exercice, j'avais demandé de le cloner dans le deuxième. Dans le deuxième. Mais après, si le jury te dit de cloner sur le, t'es sur le A et qu'il te dit de cloner sur le A, bah tu clones sur le A. Tu fais en fonction de ce que le jury te demande. De toute façon, après, que tu le clones sur l'un ou sur l'autre, la procédure est la même. Donc après, bah, on choisit le disque dur. Mais le snapshot, tu ne peux pas le faire sur les hyperviseurs. C'est ça. En fait, de toute façon, le snapshot, comme on va le voir après, il est lié à la machine elle-même. Donc si on fait le snapshot et qu'ensuite on fait un clone, le clone aura également le snapshot. Oui, il est stocké à l'intérieur du dossier de la machine. Les snapshots, on ne fait pas le snapshot du serveur lui-même. Enfin, en réalité, tu peux faire un snapshot du vCenter, puisque le vCenter est une machine virtuelle. Mais le SX étant une machine physique, tu ne peux pas faire un snapshot. vCenter, c'est l'outil d'administration. C'est ce que j'ai marqué là-bas. Oui, c'est ça. Le SXI, c'est l'équivalent de ton Windows, ton système d'exploitation. Et le vCenter, lui, va servir à l'administration des différents serveurs en une seule page. Parce que si là, on en a que 2, mais si par exemple, tu as 10 serveurs physiques avec 10 ESX, bah, si tu n'as pas le vCenter, tu es obligé d'aller sur chacune des 10 pages web pour faire les manipulations. Et tu ne peux pas faire de clone ni de migration avec juste le ESX. Le cluster non plus. Tu es obligé d'avoir le vCenter si tu veux faire des clusters, la migration, le clonage et tout. Monnaie, hein. Alors, au moins, je crois, ça doit être à 3 ou 5 000 euros la licence de vCenter. Même la machine, l'hyperviseur en lui-même, il y a plusieurs serveurs dessus, il faut une grosse capacité. Oui. Enfin, l'hyperviseur, le SX, lui, c'est 1 par serveur. Ouais. Mais même le matériel. Oui, après, c'est le matériel, oui, ça dépend après ce que tu veux en faire exactement aussi. Voilà, donc du coup, après, il nous propose si on veut personnaliser le système, si on veut faire des modifications sur la machine clonée. Donc là, on ne va pas en faire, donc on fait suivant. Et on fait terminer. Et donc là, maintenant, on voit bien qu'on a notre Linux test. Et maintenant, on a aussi notre clone test. Donc, on a bien multiplié notre machine. Donc, vous voyez que ce n'est pas compliqué, c'est guère plus compliqué que de le faire sur le VMware Workstation directement. Et donc voilà, là comme ça, on a fait les deux principaux, le clonage et la migration. Il fallait là, effectivement, on ne l'avait pas vu jusque-là, mais il fallait le voir au moins une fois. Et pour rappel, du coup, je vais laisser le vCenter, lui, va tourner jusqu'à la fin de la session. Donc, vous pourrez toujours refaire des tests à partir d'un ESX que vous avez sur vos machines pour refaire des tests de migration et de clonage, comme c'était marqué dans l'exercice. Donc, si vous trouvez que vous n'avez pas revu assez ou que vous voulez le revoir d'ici la fin ou quoi, vous pourrez le refaire. Hein? Sur vCenter, oui. Là, jusqu'au 24, il sera accessible. Ouais, mais à partir via le réseau local. Oui, via le réseau local. Donc voilà, est-ce que sur le clone, il y a des questions? Il y a que le clonage de machine. Il n'y a pas un clonage de SXI, Normal, je crois pas. Normalement, non, parce que sinon ça ferait un peu plus, ça serait plus lourd. Après, parce que tu voulais dire si tu recrées un nouveau et que tu voulais mettre les mêmes machines dessus, c'est ça? Oui, cloner le SXI même.
Non, pas directement à partir à ma connaissance, pas au niveau du vCenter en tout cas. Il y a peut-être des commandes qui permettent de le faire, mais pas dans les. Ah, attends, déplacer vers. Donc ça, c'est pour déplacer entre centres de données. Donc c'est pas ça. Profil d'autres. Paramètres. Après, il y a peut-être une autre option qui permet de le faire peut-être via le HA qui permet de pouvoir peut-être de faire un clone de certaines données pour préparer la mise en réseau. Mais là, j'ai pas en tête. Après, tu peux toujours faire un clone aussi directement avec un clone ZIA par exemple ou un autre utilitaire physiquement des disques de ton ESX vers ton autre serveur ESX. Il y a ça potentiellement qui peut être fait. Mais là, à l'instant T, j'ai pas de technique qui pourrait dire de tout recopier le contenu entier de l'ESX, pas juste des machines virtuelles. Banque de stockage, normalement, non. Si tu l'as créé directement à partir des disques physiques, normalement non, puisqu'il est lié au disque physique. Par contre, si tu as utilisé un disque ISCSI ou un partage NFS comme banque de données, là oui, tu peux le transférer puisque c'est un partage. Parce que justement, les disques ISCSI, tu peux avoir le même disque ISCSI avec les mêmes données sur plusieurs serveurs ESX, puisque c'est un partage. Par contre, si la banque de données est un disque physique, non, parce qu'il est lié physiquement à la configuration physique du serveur. Non, là, il utilise vraiment comme on a fait tout à l'heure, il utilise vraiment la configuration physique de la machine. Donc c'est ça. Il voit directement le disque. C'est pas un disque virtuel en fait. La banque de données n'est pas un disque virtuel. Ça serait un disque virtuel, oui, tu pourrais, mais ce n'est pas un disque virtuel. C'est un disque physique, c'est basé sur le disque physique. Mais par contre, oui, mais la partition est quand même liée au disque physique. C'est pas un disque virtuel. Enfin, là comme ça, alors la feuille de stockage. Bon bah là, voilà, on les trouve là nos disques de stockage. Parce que là, non, si je clique sur celui-là, ça. Activer la LED, des tâches actualisées. Après, tu vois le détail de la partition, mais au niveau des actions du stockage, non, tu peux pas. Enfin, du moins avec le vCenter de base comme ça, tu peux pas. Il y a peut-être des commandes plus avancées, approfondies, mais comme ça, qui permettent de cloner la partition directement. Mais là, je l'ai pas comme ça, je l'ai pas en tête. Je dis pas que ça soit impossible, hein, mais le plus simple, souvent, quand ils veulent faire des partages entre plusieurs ESX, ils utilisent c'est plutôt directement des disques ISCSI qui sont montés, qui servent. Euh, je crois que c'est vCenter Lightweight Server, un truc comme ça, c'est ce qui permet de faire la liaison entre le vCenter et les différents ESX. C'est pour ça qu'il les crée automatiquement, mais qui n'apparaissent pas dans la liste des machines.
parce que c'est un outil, c'est l'équivalent d'un agent pour lui. Comme GLPI agent qu'on met sur les machines, le VCLS qui rajoute sur les ESX directement sont directement des machines agents. Si on regarde ici, on voit ça là, c'est ça que tu parles. Ça, c'est un agent de vCenter qui permet de faire la liaison et de vérifier les éléments à quoi il est raccordé et tout, de voir les machines. C'est un agent. Oui. Non, non, mais il le voit comme une machine. Mais bon, après, là, tu vois, c'est 500 mégas d'utiliser. Donc, c'est vraiment un petit truc pour faire la liaison. Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, là, du coup, on va faire la pause. On se retrouve d'ici un quart d'heure. Ok, donc on a vu pour cloner, on a vu pour migrer. On va revoir rapidement pour le snapshot parce que c'est pas compliqué, c'est toujours le même principe. Si vous avez un doute, vous faites un clic droit sur l'hyperviseur et vous allez trouver les différentes informations. Donc pour la migration, pour le snapshot, vous allez directement sur une machine. Vous faites un clic droit, là vous avez directement snapshot et prendre un snapshot. Tout simplement comme pour sur VMware Workstation. Là, bah, soit vous laissez le nom par défaut, soit vous lui changez le nom. Vous pouvez faire un commentaire. Et en bas, il dit qu'il a créé, il y a la tâche créer un snapshot qui apparaît pour confirmer. Si vous voulez être sûr que c'est bien été fait, quand vous avez cliqué sur la machine, vous avez directement un menu appelé snapshot. Et ici, vous voyez qu'il y a bien le snapshot qui a été réalisé. Donc, est-ce que quelqu'un peut me rappeler qu'est-ce qu'un snapshot du coup? Une capture de l'état d'une machine à un moment donné. C'est ça. Pour pouvoir y revenir dessus par la suite. Ou voir cloner la machine par rapport à un snapshot éventuellement aussi. Si on veut diviser une machine par rapport à un point donné. Parce qu'on a installé par exemple tous les logiciels communs. Et après, si on a besoin de mettre des logiciels spécifiques par service, et bah du coup on clone par rapport au snapshot afin de pouvoir remodifier les choses. Donc, voilà. Donc ça, normalement, je pense pas qu'il y ait de questions particulières, mais voilà, juste bien réviser les différences entre la migration, le clonage et le snapshot. En général, on fait un snapshot avant d'installer un gros logiciel ou avant de tester des mises à jour ou des modifications sur le système. Comme ça, s'il y a un problème avec ces modifications-là, on peut revenir directement où on en était sans avoir besoin de tout réinstaller, ce qui prendrait du temps. Et dernière étape que je demandais ici, qui peut potentiellement être demandée, c'est de rajouter un disque à une machine. Donc, rien de bien compliqué non plus, parce que là, on parle vraiment d'installer un disque à l'intérieur d'une machine virtuelle, pas dans le ESXi. Donc là, on va prendre notre clone, par exemple. On va cliquer pour aller dans modifier les paramètres. Ici, du coup, vous voyez la machine que vous avez qui est déjà créée. Et on va faire ajouter un périphérique. Ici, on va dire qu'on va ajouter un disque dur. Ici, on va lui mettre du coup la taille.
surveillez bien juste que la taille soit bien en giga. Normalement, c'est par défaut, mais vous pouvez mettre en méga ou en téra aussi. Donc vérifiez bien juste quand même vite fait que l'unité soit bien la bonne. Et ici, je vais mettre en provisionnement dynamique pour enlever le message de création. Et on fait OK. C'est juste ça qui est demandé. Non. Mais après, si jamais il vous demande de le mettre sur une banque de données ou quoi en particulier, bah, il faudra le mettre sur la banque de données. Dynamique, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il occupe pas la place directement sur ton disque dur. Il va le charger au fur et à mesure. Par contre, si tu n'as pas beaucoup d'espace et que tu as plusieurs machines qui utilisent le même disque, tu as un disque d'1 Tera et que tu as 10 machines où tu leur as attribué 200 gigas chacune, et qu'elles sont toutes en dynamique, bah, il y a un moment où il va te manquer de place. Potentiellement, il va te manquer de place à un moment ou à un autre. Donc c'est pour ça que c'est pratique pour des tests comme ça. Dans la réalité, des fois, si ta machine risque de gonfler et tout, il vaut mieux à ce moment-là pas bloquer tout de suite l'espace. Au moins comme ça, tu es tranquille. Ouais, enfin, ça va remplir le disque. Et donc plus tu as de machines qui tournent sur le même disque avec le même espace partagé, à un moment ça risque de poser un problème, potentiellement. De rajouter une banque de données, de redéplacer les disques et tout, donc ça fait des manipulations supplémentaires. Alors que si tu as déjà prévu l'espace disque disponible, au moins tu es sûr qu'il n'y aura pas de souci. Il y a une différence entre les deux. Là, c'est pour ça que là, sur les machines qu'on crée sur le VMware de Windows, on pourrait leur mettre 5 Tera si vous voulez, de disque. Mais comme de toute façon, on ne va pas les remplir à 5 Tera, et à un moment, quand la disque est dépassée, bah, il dirait non, c'est pas possible de toute façon. Mais tu pourrais mettre des disques de 5 Tera si tu voulais. Je crois qu'ils gèrent jusqu'à 8 Tera, le VMware. En général, c'est un disque dynamique. Ça dépend, ça dépend ce que tu en fais. S'ils savent que va pas forcément y avoir beaucoup de volume dans les machines qu'ils vont créer et qu'elles vont pas s'étaler, oui, tu peux le mettre. Mais si tu sais que les machines qui vont être utilisées, ça va être des machines où il va y avoir beaucoup de programmes, beaucoup de trucs qui vont accumuler pas mal de volume, il vaut mieux à ce moment-là, dans ce cas-là, prendre pas le dynamique. Ça dépend. Ça peut dépendre de l'utilisation en fait. Mais les deux sont valables. C'est juste que si tu fais le dynamique, il faut bien gérer de dire que tu n'as pas dépassé. Là, par exemple, si vous prenez ici, là, vous êtes au niveau des banques de données. Ah non, c'est pas marqué là. Ah, je crois que c'est dans le SX, le SX alors qu'on va le voir. Pendant qu'on est là-dessus. Donc là, je me mets sur le stockage. Voilà, ici dans le SX, vous voyez la capacité du disque, la capacité libre, et à côté, il y a marqué la capacité provisionnée. C'est-à-dire, c'est ce qui est provisionné, c'est ce qui est déjà prévu d'être occupé par les machines. Donc là, si par exemple je rajoute une machine et que je lui dis que je rajoute un disque de 5 Tera en provisionnement dynamique, dans le provisionné, il y aura 5 Tera. Alors qu'en libre, il n'y a que 47 Go. Donc ici, ça vous permet de savoir tout de suite s'il va vous rester de la place, si tous les disques de toutes les machines sont occupés à 100%. Donc ça peut être utile à savoir. Par exemple, on va prendre un cas plus réel. Si on se met sur le 192.168.0.250,
qui est un ESXi à nous, notre serveur. On se met sur le stockage. Donc là, on voit qu'en capacité, le disque, on a 2,19 Teraoctets de dispo. Mais qu'au total, on n'en a provisionné que 1,32 Tera. Donc ça fait que même toutes les machines qui ont été créées, même si elles se mettent, on est encore en dessous. On est largement en dessous de la taille totale. Par contre, on aurait en provisionné 4,5 gigas, 4,5 Tera par exemple. Bah là, c'est là qu'il faudrait faire attention. Parce que si toutes les machines sont remplies à 100%, bah à un moment ou à un autre, les machines n'auront plus d'espace sur le disque. Puisque le disque ne fait que de 2,19 Tera. Donc c'est ça le provisionnement qui vous permet de savoir si l'espace est déjà occupé et que vous risquez d'avoir un problème si vous dépassez si le provisionnement d'espace la capacité totale. Donc c'est un bon point de repère quand vous faites les choses. Donc du coup, ici, oui, dernier élément, on va le faire pendant que je suis dans celui-ci, c'est la mise en réseau. Parce que je vous ai dit par exemple je vous demandais de changer de réseau ou de VLAN une machine, pas tout le SX. Donc ça, effectivement, je pense en faire et que vous puissiez les réutiliser, mais ça ne marche qu'au niveau de chaque ESX. Donc ici, je vais vous montrer du coup comment créer un réseau. Donc on va dans mise en réseau. Ici, ensuite, dans le NIC physique, on voit les cartes physiques qui sont branchées dans la machine. Donc ça peut vous servir pour éventuellement affecter des groupes. Mais là, on peut ajouter des groupes de ports, même si derrière, il n'y a pas la carte physique. Donc tout simplement, si on va rajouter un réseau, on fait ajouter un groupe de ports. Là, par exemple, je vais l'appeler test. Et là, le test, soit on peut le laisser sur le VLAN 0, c'est-à-dire sans VLAN, ou on peut décider de lui attribuer un VLAN. Si on vous demande de passer un réseau du VLAN V5 au VLAN 18, et bah du coup, il y aura déjà les groupes de ports qui seront faits, et vous, après, vous n'aurez plus qu'à choisir le groupe de ports que vous voulez utiliser pour la machine. Et après, il vous demande aussi le commutateur virtuel, c'est de savoir si toutes les machines vont être reliées sur un même switch, mais en réalité, vous pouvez aussi créer des switches séparés déjà, même sans VLAN. Mais bon, là, après, c'est un petit peu plus avancé déjà, on vous le demandera pas de le faire pendant l'examen. Mais c'est à savoir que vous pouvez diviser en plusieurs switches directement les groupes de ports. Donc là, on fait ajouter. Et donc maintenant, on a bien notre test, notre VM Network et le Management Network. Si on clique dessus, on voit sur quelle carte réseau c'est lié et les machines qui seraient liées à cet indicateur. Voilà. Donc là, ça par contre, il faut le créer, on est obligé de le créer dans le SX. Ou alors sinon, j'ai pas encore trouvé où c'était dans le vCenter. On peut le gérer à partir du vCenter, mais le créer, je l'ai pas trouvé à l'instant T. Donc là, je reviens du coup maintenant dans mon vCenter.
Ici, quand j'ai cliqué sur une machine, je vois que j'ai réseau qui apparaît, donc on voit NAT. Et sur l'autre, on voit NAT aussi. Alors attends, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai fait dans le mauvais. 68, c'est dans 68 que je l'ai mis. Oui, bien dans 68. Donc, ah, là, il est là, il n'avait pas, il n'était pas paru. Là maintenant, on voit bien qu'on a bien notre réseau test. Donc du coup, je vais reprendre ma machine. Je vais prendre par exemple le Linux test, peu importe. Je vais, comme pour le disque, je vais retourner dans modifier les paramètres. Et ici, vous voyez que vous avez adaptateur réseau 1. Donc qui est sur NAT. Et ici, alors, je sais pas pourquoi des fois ça apparaît pas toujours de la même façon. Soit il vous propose directement la liste des réseaux disponibles, des périphériques réseaux disponibles, soit vous faites parcourir. Et là, vous voyez que quand vous faites parcourir, vous voyez test et vous voyez VM Network. Donc il vous suffit de choisir le bon groupe de ports où mettre la machine. C'est juste ça qui peut vous être demandé. Mais dans ce cas-là, comme je vous dis, les différents groupes de ports avec les différents VLAN seront déjà créés sur les ESX. Ça sera pas à vous de le créer. Et après, vous validez. Et donc là, comme ça, votre machine, là, si vous regardez dans le réseau, elle est bien sur test. Alors qu'avant, elle était sur NAT. Ça peut vous permettre comme ça de gérer les réseaux. Si vous avez deux cartes réseau sur la même machine, d'avoir un réseau en NAT, un réseau sur le plus ou moins en bridge, et de pouvoir faire communiquer aux autres. Par exemple, dans le cas de pfSense, par exemple, pfSense, du coup, vous avez besoin d'avoir plusieurs réseaux. Sauf que contrairement à VMware, ici, de base, vous n'avez pas un éditeur graphique de réseau virtuel. Donc, il faut bien le gérer avec des vrais réseaux et des cartes physiques directement. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à celui-là, ce petit changement de réseau? Donc, sachant que du coup, là, normalement, ce que vous devrez vous demander, c'est de changer le réseau, pas de créer le réseau en lui-même, avec le groupe de ports. Parce que là, si vous ne savez pas quel câble, quel port ou quelle carte du serveur va où, ça serait compliqué. Mais du coup, c'est bon là pour tout le monde. Comme ça. Donc rien de méchant, vous allez dans les paramètres et vous changez juste le réseau au niveau du réseau. Le réseau en question. Et donc avec ça, on a revu tous nos éléments qui étaient liés au vCenter et à l'ESX. Donc là, est-ce que quelqu'un peut me répondre du coup à certaines des questions? Par exemple, qu'est-ce qu'un hyperviseur de type 1? Qui me répondrait? Parce que ça fait partie des questions qui peuvent tomber dans le questionnaire de théorie. C'est une machine où il est directement hébergé
un SXI ou un Microsoft, par exemple. C'est ça, C'est pas un logiciel qu'on installe sur un autre système. c'est ça, effectivement, c'est la différence. Et du coup, quel est son avantage, on va dire, par rapport aux deux, par rapport aux machines virtuelles. Enfin, en général, il y a plus de capacité. Il y a plus de capacité et surtout, il est plus rapide puisque il a accès directement au vrai matériel, hyperviseur de type 1. Et du coup, l'hyperviseur de type 2, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc oui, effectivement, il est installé à l'intérieur d'un système d'exploitation. Donc, et quelle est la particularité pour lui par rapport au matériel, par exemple, l'hyperviseur de type 2? Il utilise la fonction d'une machine haute qui est notre machine. Ça, oui, c'est ce qu'il a dit. Mais au niveau du matériel des machines virtuelles. Ouais, mais il y a il y a un autre terme que j'ai déjà employé. C'est les périphériques sont, hein? Ah, c'est pas qu'ils sont pas gourmands, c'est que après avec le fait de comment c'est fait, on va perdre un peu en stabilité potentielle et tout. Ça commence par un E. Par un E. Par un M ensuite. Hein? C'est ça, c'est émulé. C'est-à-dire qu'il fabrique du faux matériel, il l'adapte, donc il n'a pas accès au vrai matériel, il ne connaît pas les caractéristiques du réel, du matériel physique que vous avez dans votre machine. Parce qu'il y a déjà la surcouche de Windows qui fait interférence entre les deux. Donc ça, retenez le bien et tout, de toute façon vous pouvez reconsulter. Justement au niveau des hyperviseurs et tout, j'avais remodifié de la documentation et j'avais mis un document PowerPoint aussi avec différents cas d'utilisation. Donc, je vous invite à le reconsulter. J'avais rajouté des liens aussi vers des petites vidéos qui expliquaient ça. Hmm. Oui, c'est celui-là que j'ai rajouté. Oui. Hmm. Enfin, tu veux tu replaces ton Windows par un ESXi. Oui, Ouais. À chaque fois, il faut démarrer un des deux. Tu veux faire un double boot, c'est ça? Ouais, comme le serveur là. Normalement, un double boot, ça devrait être faisable. Je l'ai pas fait entre un Windows et un ESXi, mais normalement, c'est faisable. Par contre, si vous faites un double boot, avec un Windows, ce qu'il faut savoir, il faut toujours installer d'abord le Windows et ensuite vous installez le deuxième système. Windows, sinon de base, il n'aime pas le double boot et il écrase le boot. Mais normalement, c'est faisable. Faut juste avoir un peu d'espace disque pour avoir un espace pour Windows et un deuxième disque pour le SXI par exemple. Pour sur le serveur, normalement, c'est même pratique. Hmm. Et ils ont installé deux ESXi. Non. Ils démarrent en même temps. Oui, parce qu'il y a deux serveurs. Il y a un ESXi par serveur. Il n'y en a qu'un seul. C'est pas le même serveur. Non. Il y a deux serveurs différents. C'est pour ça qu'il y a deux adresses IP. Mais après, normalement, en théorie, sur un Windows, tu peux faire un double boot, soit directement deux disques séparés et tu choisis le disque, ou tu fais un double boot. Mais après, le double boot avec le SXI, j'avoue que je ne l'ai pas testé. Mais le SXI, vous pouvez l'installer sur n'importe quelle machine. Bref, vous n'êtes pas obligé d'avoir un méga gros serveur. Si vous voulez faire des tests, vous pouvez récupérer une machine un peu ancienne et l'installer. Et après, vous y accédez d'une autre machine
pour travailler dessus. En tant que tel, il n'y a pas forcément besoin d'une grosse puissance. Si vous installez pas des grosses machines virtuelles et tout. Par contre, c'est le vCenter, lui, qui a besoin de puissance. Puisqu'il vous demande au moins 14 Go de RAM. Mais le SXI, oui, vous pouvez l'installer sur n'importe quelle machine directement à la place du Windows. Donc voilà, ça c'était la première partie